Cycle d'activité et cycle de repos. Voici le titre de cet enregistrement produit lors du mois de juin de l'année 2024. Donc, c'est un enregistrement que je fais après avoir pris une pause de plusieurs semaines pour prendre un recul par rapport à mes activités de diffusion web. Parce qu'à un moment donné, ce qui peut être intéressant, c'est de briser la routine. Tout ce qui devient routinier, à un moment donné, peut nous enfermer dans une façon d'être, une façon de faire, des habitudes. Puis à un moment donné, il faut casser ça. Et puis à un moment donné, on peut vivre une vibration pour tomber dans un cycle d'activité. Et les cycles d'activité et de repos qui sont gérés de manière vibratoire par l'esprit, si l'ego est pas harmonisé avec l'esprit, il peut résister par rapport à ça, il peut contester ça naturellement. Mais un jour, il y a une horizontalisation de l'intelligence de l'esprit et de l'ego qui va faire en sorte que l'ego a une plus grande compréhension que l'ego, c'est pas lui qui va tirer les rênes du jeu du devenir planétaire et cosmique de l'être humain. Il y a d'autres forces qui s'occupent de ça. Puis l'intelligence cosmique fait en sorte qu'à un moment donné, c'est intelligent que l'ego se mette en action. À un moment donné, c'est intelligent qu'il se repose. Puis à un moment donné, c'est intelligent qu'il se remette en action après une période de pause. Donc, c'est un petit peu comme par exemple, il y a des cycles que l'ego, il va subir. Je ne sais pas pour ce qui est des gens qui m'écoutent, mais moi, personnellement, j'ai tendance à me réveiller à même heure que le jour. Donc, au moment où il fait cet enregistrement, on est au début du mois de juin. Donc, le soleil se lève tôt, ce qui fait que je peux me lever très tôt le matin. Donc, si le soleil commence à pointer à 4h47 du matin, dans le fond, je vais me lever vers cette heure-là. Et quand il fait noir, là, je vais avoir plus tendance à m'endormir. Si j'écoute un film aussi, par exemple, je vais au cinéma, chose que je fais rarement présentement, mais mon souvenir, c'est que quand on va au cinéma, on est dans la noirceur, on voit pas la lumière du jour, et là, c'est propice à une forme d'endormissement. Le point, c'est que l'ego ne décide pas nécessairement des cycles d'éveil et de sommeil. Donc, j'ai déjà fait des observations sur ma vie. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de parler en fonction de l'autorité qu'on peut avoir dans la compréhension de son vécu. Par rapport à soi, là, pas par rapport aux autres. Mais c'est dans le sens que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Je peux me coucher le soir à 8h30. Je peux me coucher à 11h du soir, mais dans les deux cas, je risque de me réveiller au même moment que le soleil se lève à 4h47. Donc, c'est sûr que si je me couche à 11h le soir ou si je me couche vers 8h30, je ne ferai pas la même quantité d'heures de sommeil. Mais j'ai tendance à me lever très tôt. À un moment donné, j'ai dit je vais utiliser un masque d'avion pour bloquer les rayons du soleil par rapport à mes yeux. Donc, les gens qui vont, par exemple, en avion, ils vont se mettre, dans le fond, ça s'appelle un loup, je pense, l'appellation technique. Mais en tout cas, bref, c'est un masque pour masquer... qu'on met sur les yeux pour éviter d'être exposé aux rayons du soleil. Et que j'utilise ça, même à un moment donné, j'avais fermé les fenêtres, j'avais mis dans les fenêtres des vitres de la chambre, j'avais mis des sacs de vidange pour bloquer la lumière. J'ai tendance à me réveiller d'une manière synchronisée en même temps que le jour. Par la suite, des fois, je vais essayer de me rendormir. Mais en général, ça ne fonctionne pas. Puis avec les années, j'ai le sommeil plus léger. Ça, c'est un cycle au niveau biologique que je subis en tant qu'ego. Mais il y a des cycles aussi au niveau vibratoire puis au niveau cosmique. Quelqu'un qui est en état de mise en vibration par rapport à la conscience supramentale, la personne est obligée de composer avec ces réalités-là pour le meilleur et pour le pire, et comment dire, c'est comme de l'ordre de la fatalité, c'est de l'ordre du destin. Il y a certains contextes qui peuvent être plus favorables que d'autres de composer avec une certaine réalité, ça je le conçois, dans le sens que si quelqu'un qui est homosexuel en 1924,
puis la même personne qui se retrouverait en 2024 homosexuelle, elle n'aurait pas nécessairement le même accueil de la société en Occident ou dans un autre peuple. Et c'est la même chose par rapport à la personne qui vit une conscience supramentale, qui subit une programmation qui l'amène d'être d'une certaine façon. Donc, quelqu'un peut être programmé par des forces qui lui échappent pour avoir une orientation sexuelle particulière. Donc, son énergie sexuelle est orientée dans une direction particulière, mais la personne peut être orientée vibratoirement d'être d'une certaine façon que, même si elle ne veut pas être ça, elle n'a pas le choix d'être ça. Et ce qui peut être problématique, c'est naturellement être orienté d'une certaine façon que le cortex social n'est pas propice. C'est un petit peu comme quelqu'un qui veut être quelque chose qu'il n'est pas et qu'il ne peut pas être. Donc, la personne peut s'acharner pour vouloir changer les choses. Autrefois, on avait des homosexuels qui faisaient des thérapies de conversion, puis naturellement, ben, les thérapies de conversion, de changer, ça peut donner les résultats escomptés, ou la personne compose avec sa réalité. Donc, j'ai fait souvent référence à travers des enregistrements, un parallèle entre quelqu'un qui vit une conscience marginale, soit une conscience supramentale à l'époque présente, et la personne qui vit le phénomène de l'homosexualité, parce que dans les deux cas, les personnes sont placées en position de marginalité sociale. Mais les gens, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, sont obligés de composer avec des cycles d'énergie. Il y a des cycles, des saisons. On a l'hiver, on a ensuite le printemps avec une forme de renaissance. Ensuite, on a l'été où il y a une floraison de la végétation. Et par la suite, lors de l'automne, c'est la période des récoltes. Et par la suite, ben, l'hiver, c'est la mort qui va faire place à une renaissance, et ainsi de suite. Donc, il y a des cycles dans la vie. Et il y a des cycles aussi de prise de parole par rapport à des enregistrements. Il y a des changements vibratoires puis d'intégration qui peuvent se faire à travers une période de pause. Des réalisations qu'on ne ferait pas autrement parce que la pause d'une activité permet de prendre un recul critique à l'égard de cette dernière et de s'arrêter à des choses qu'on ne voit pas en termes de gestion d'énergie, en termes de gestion vibratoire. Donc, la personne peut réaliser des choses. Donc, puis être autocritique par rapport à elle-même. Naturellement, l'autocritique, en termes de phénomène, il y a une partie qui provient de l'esprit. Si la personne est ouverte de conscience, qui va lui acheminer des idées. Donc, quelqu'un, par exemple, en tant qu'égo, peut acheter le discours transhumaniste qui vise à utiliser la science et la technologie, entre autres, pour parvenir à une forme d'immortalité. Donc, immortalité à travers la prolongation de la vie de l'individu dans le cyberespace. Faire de l'être humain une interface cerveau qui est liée à la machine qui va faire qu'il va pouvoir immortaliser des données à travers, entre autres, le Neuralink, c'est-à-dire la liaison d'un cerveau biologique avec une interface numérique qui va sauvegarder des informations par rapport au cerveau de manière potentiellement, éventuellement, à ce qu'il y ait la constitution d'un double numérique se rapportant à l'individu, c'est-à-dire la création d'un algorithme qui va prendre en considération les différents propos tenus par un individu et sa façon de parler, etc., de sorte qu'une fois que l'individu ne soit plus présent sur le plan physique, eh bien, on ait une structure, dans le fond, informationnelle relative à l'individu qui va pouvoir, une fois de temps en temps, nous ressortir ses principales citations, ses principaux principes, et aussi donner l'intonation à une voix qui est similaire à la sienne, et ainsi de suite. Donc, le développement présentement de l'intelligence artificielle qui se fait rapidement pourra donner place en plus à des œuvres d'art, parce que là, on a par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour, par exemple, permettre à un chanteur que lorsqu'il chante une chanson, qu'il ait la voix d'un autre artiste, comme John Lennon. Donc, quelqu'un chante chez lui, et ça va sortir dans l'enregistrement comme la voix de John Lennon. Et là, ça nous permet d'avoir, par exemple, la voix de John Lennon qui va chanter la chanson Black Hole Sun du groupe Soundgarden, qui a été naturellement
produite là, plusieurs années là, après que ce chanteur des Beatles a été décédé. Donc, avec l'intelligence artificielle, il y a des gens qui imaginent des chansons que les Beatles auraient pu chanter, d'autres groupes, Elvis Presley, etc. Ozzy Osbourne, donc différents musiciens. Puis ça, c'est en lien que l'être humain, qui, à travers ça, a le goût de donner vie. Mais pour en venir à la question de l'immortalité, le désir d'immortalité peut être en relation avec l'individu qui est sous l'emprise de la pulsion de vie. Donc, en lien avec des mécanismes de défense psychologique très de base. La personne a peur de la mort, donc il veut se réfugier dans la croyance que la science du génie génétique va lui permettre, à travers l'absorption de certaines substances, de parvenir à une immortalité biologique, ainsi de suite. Ou une immortalité à travers la fusion entre l'être humain biologique et la technologie du numérique, qui serait le prolongement de l'individu dans le cyberespace, et ainsi de suite, là, auquel je faisais allusion avec la constitution du double numérique. Donc, on peut désirer s'immortaliser, entre autres, en réalisant une œuvre d'enregistrement, qui sert à l'ego de se donner une identité. Donc, quelqu'un peut dire, ben, moi, j'ai fait 100 enregistrements, j'en ai fait 200, etc. Si la personne affirme qu'elle a fait une grande quantité d'enregistrements pour des raisons d'orgueil puis de se donner de l'importance, naturellement, l'ego qui se réfléchit par rapport à l'activité de diffusion d'enregistrement, à ce moment-là, si c'est une façon de se donner un sentiment d'identité à travers la forme, l'accumulation de formes, c'est-à-dire les enregistrements, un peu comme quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai un portefeuille de placement de 100 000 $. L'autre, il dit, ben moi, je suis plus important, j'ai 1,25 million, et ainsi de suite. C'est sûr que c'est une démarche qui est une perte de temps, une perte d'énergie. Dans le passé, pour être autocritique par rapport à moi, j'avais une forme de désir d'immortalisation à travers la réalisation d'enregistrements par rapport à la conscience. C'est-à-dire qu'une fois que mon passage sur Terre soit fait, qu'il y ait une partie de ce que je peux avoir dit soit préservée dans le cyberespace. Alors qu'en réalité, si j'utilise réellement une parole vibratoire, je suis au-delà de ces considérations, car l'énergie, sa considération de c'est de passé. C'est pas nécessairement de faire plaisir à l'ego qui va chercher à se donner un rôle. D'ailleurs, le fait que j'ai pris une période de pause m'a permis de me détacher à un certain niveau d'un rôle que je pourrais me donner de diffusion de conscience. Parce que quand on ne fait pas de diffusion de conscience pendant une certaine période de temps, ça nous aide à ne pas nous définir de ça d'une manière primordiale. Et mon identité primordiale, c'est quoi? C'est être un individu qui, dans sa vie de tous les jours, intègre sa conscience. Donc, qui est détaché en réalité à un certain niveau par rapport à l'activité que je peux faire à travers des enregistrements ou engendrer de la forme. Donc, avoir un certain niveau de détachement par rapport à ça, détachement par rapport à les gens qui peuvent critiquer ma personne ou même contester mes vidéos, détaché par rapport à des trolls ou des parasites sur le web. Donc, un certain niveau. Regardez tout ça avec du recul. Sinon, en même temps, ben, la période des dernières semaines, ça a été l'occasion pour moi de passer du temps, entre autres, en particulier avec ma compagne, ma famille. Les valeurs familiales sont très importantes. Et de me détacher aussi des activités de diffusion web par rapport à de la conscience m'a permis de relativiser la conscience. Dans le sens que oui, le constat que je fais au fil des ans, c'est-à-dire qu'il existe une conscience qui est par-delà du cerveau, qui va influencer les gens à distance, qui va nous manipuler, c'est une réalité énergétique, c'est une réalité vibratoire. Dans un sens, si je vous parle, c'est parce que je suis manipulé en partie par cette réalité énergétique qui cherche régulièrement à communiquer à travers moi. Donc, mais ce qui est intelligent en tant qu'ego, c'est à un moment donné de bloquer le mouvement. Donc, être capable de dire non. Il y a une phase, hein, quand un enfant se développe, à un moment donné, il apprend à dire non. Puis l'ego, il doit être capable de faire ça. Puis à un moment donné, l'ego peut réouvrir le canal. Puis là, la vibration va se remettre à se placer dans sa parole. Puis il va se remettre à parler avec fluidité. Puis la personne peut se remettre du jour au lendemain à faire des enregistrements qui vont durer plusieurs minutes, comme si la personne, ça faisait pas plusieurs semaines qu'elle avait arrêté. Tout va se replacer naturellement.
Pourquoi? Parce que l'énergie a pour fonction de passer. Mais il y a un rapport de force à étudier et à avoir dans son rapport à l'esprit. Parce que si l'ego n'est pas capable de mettre un stop à l'esprit, l'ego peut en devenir l'esclave. Dans le sens que l'ego peut faire des enregistrements à tous les jours, à tous les 3 jours, et ça va lui dilapider ses énergies vitales, ça va créer un état de déséquilibre. Par contre, si l'ego est censé faire des enregistrements ou prendre la parole pour s'auto-ajuster, il ne le fait pas, il crée une forme de déséquilibre énergétique aussi. Tout ça, c'est complexe, puis c'est tordu, parce que dans un sens, si l'ego agit pas, c'est une perte d'énergie, puis si l'ego agit à un autre moment pour faire la même action, prendre la parole, c'est une perte d'énergie. Ça dépend du contexte, ça dépend de la vibration du moment et ça dépend dans quel cadre de quel type de cycle énergétique l'ego s'inscrit et s'installe. Et bien entendu, c'est à l'individu de se savoir par lui-même. Il ne faut pas qu'il attende après les autres, il ne faut pas qu'il attende après les plans de la lumière. Il faut qu'il se donne à savoir ce qu'il a à faire dans le moment présent. Donc, c'est sûr que sinon, ce que j'observe, c'est l'impact qu'a eu, parce que j'ai un problème de santé. J'en ai fait allusion au cours des mois à travers mes enregistrements. Comme c'est un élément qui a eu un impact particulier et qui a encore un impact sur ma vie. Donc, en fait, je suis atteint d'un lichen scléreux atrophique qui fait que si je prête pas garde, le bout de mon méa urétral, le bout de mon urètre, va avoir tendance à boucher. Et à cause de ça, ben, je suis obligé de m'enfoncer une tige de plastique dans le bout du pénis régulièrement. Et puis, le fait que l'année passée, j'ai été opéré par rapport à ça, c'est à mon niveau. Chaque personne a des événements qui les amènent à faire des changements à différents niveaux ou à voir les choses autrement. Il y en a qui ça va être des accidents d'automobile, il y en a qui la personne apprend qu'elle est atteinte du cancer, avait une rupture amoureuse, donc différentes choses. À mon niveau, cet événement-là, lors de l'année 2023, où j'ai des problèmes urinaires, j'ai été opéré, par la suite, j'ai eu un suivi. Présentement, mon état est stable par rapport à ça, dans le sens, le bout de mon urètre, il a arrêté de diminuer, dans le sens que suite à l'opération, le méa urétral diminuait, je m'enfonçais une tige 2 fois par jour, mais ça diminuait. À un moment donné, ça me stressait, parce que si ça diminue trop, je vais avoir un inconfort urinaire, puis je vais uriner, puis ça va me faire mal, puis il va falloir que je sois opéré de nouveau, avec une méatomie, c'est-à-dire qui découpe le bout de l'urètre, puis c'est vraiment pas agréable. Mais cette expérience-là, l'opération, quand je la regarde aujourd'hui avec le recul puis ma conscience, ça m'a amené à réaliser beaucoup de choses, entre autres par rapport à la sexualité humaine. Puis, c'est sûr que c'est un sujet qui est délicat, mais en même temps, c'est une partie importante de la vie de l'être humain. Et puis, après avoir été opéré, naturellement, parce que après être fait découper une partie de la peau qui obstruait le bout de mon urètre, c'était ensanglanté, j'avais des points de suture, ça faisait très mal. Donc, le médecin m'avait dit de ne pas avoir de relations sexuelles dans les jours qui suivaient, c'est-à-dire dans les 2 semaines qui suivaient, alors que mon corps biologique est habitué d'avoir un certain rythme. Donc, si quelqu'un a un rythme d'habituellement d'avoir des relations sexuelles à peu près 2 fois par semaine, puis là tu lui dis qu'il ne peut plus en avoir, et que le corps est programmé par rapport à ça, c'est sûr que quelqu'un peut arrêter de manger de la nourriture qui va stimuler la libido à caractère aphrodisiaque comme du chocolat, différentes choses, mais il demeure pas moins que à un moment donné, dans cette période-là, particulièrement 2 semaines qui suivent mon opération, j'étais dans un état de désexualisation, dans le sens que, premièrement, quand j'allais uriner, ça me faisait mal, parce que la peau était ensanglantée, la chair était vive, je voulais rien savoir de la sexualité. Puis, ça m'a amené à regarder la sexualité, puis à en avoir une compréhension encore plus. Il y a des choses qu'on sait déjà, mais à travers un vécu dans la matière, là, ça nous amène à comprendre plus de choses, comme par exemple la dimension animale de la sexualité, la dimension biologique.
dans le sens que le regard que j'ai eu de la sexualité, c'est que c'est un programme. Après une certaine période de temps, je vous le dis d'une manière crue, directe, mais en même temps, c'est des réalités biologiques fondamentales. Fait que je ne vois pas pourquoi donner une pudeur par rapport à ça. Dans le sens que l'individu masculin, par exemple, va être programmé pour sécréter une certaine quantité de spermatozoïdes. Puis à un moment donné, ben, ça ne peut pas rester éternellement dans les testicules, il faut que ça sorte. Puis le corps est programmé comme ça. Le corps est programmé pour manger, déféquer. Si la personne ne défèque pas, elle a un problème. Si l'homme masculin n'éjacule pas après une certaine période de temps, il y a un problème. Les spermatozoïdes ne peuvent pas s'accumuler éternellement dans les testicules. En bon québécois, à un moment donné, un gars, il faut qu'il se vide les gosses. Fait que la dimension très crue, très mécanique de la sexualité, qui est vraiment pas érotique, romantique, j'en ai vu une vision très claire. Puis la période que suit mon opération m'a amené dans un état très grand de détachement de la sexualité. Puis progressivement, après les 2 semaines, dans les semaines qui suivaient, naturellement, c'était pas totalement cicatrisé. Éjaculer me faisait mal. Donc, si j'avais une relation sexuelle puis éjaculer, ça m'occasionnait de la douleur au moment où le sperme passait à travers mon méa urétral parce que ça crée une tension, même minime soit-elle, au méa urétral. Donc, c'était un désagrément. Aujourd'hui, les choses, j'ai un recul, les choses sont revenues correctes. Sauf que, au moment où je vous parle, ça c'était dans le coin, ces douleurs-là, etc. C'est après mon opération au mois d'août 2023, mois de septembre, octobre. Aujourd'hui, avec le recul, je suis capable d'avoir une vie sexuelle normale. Mon état est stable par rapport à mon méa urétral, sauf que la compréhension d'une vision très détachée de la sexualité que j'ai vécue dans cette période-là est restée. J'en ai une mémoire. Mais aujourd'hui, mon regard de la sexualité est celui... c'est vraiment pas romantique ou érotico-ludique, là. C'est dans le sens qu'à la base, l'être humain, pour des raisons biologiques, a été programmé, en fait, au fil des millénaires, à avoir régulièrement de la sexualité. Pourquoi? Parce que la mortalité infantile était élevée au cours... avant l'ère de l'industrialisation, du développement de l'hygiène, de la médecine, donc avant les 150 dernières années, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. L'espérance de vie était moindre, donc c'était logique qu'il y ait une plus grande capacité, une grande quantité d'activités sexuelles qui amènent plus de reproduction pour compenser la faible espérance de vie puis la mortalité infantile importante, ce qui fait que nos corps biologiques, en réalité, se trouvent présentement dans un contexte qui est en dissonance avec celui qui se rapporte aux 300 000 dernières années. C'est comme si dans les 150 dernières années, avec l'ère de l'industrialisation, le développement rapide de la technologie, puis ça s'est encore amplifié avec le développement de la technologie informatique dans les dernières années, c'est comme si de plus en plus l'être humain se trouve dans un contexte qui diverge de celui pendant lequel il s'est trouvé pendant plusieurs milliers d'années, là. Donc, c'est particulier le contexte moderne, puis les changements qu'on vit. Donc, au niveau de la programmation biologique, l'être humain est programmé sur le plan biologique pour avoir régulièrement des relations sexuelles. Par la suite, ce qui arrive, c'est que la société va créer des contextes sociaux, des normes. Si on prend par exemple les gens qui font vœu de faire chasteté dans les religions, etc., pour se détacher de ça. Mais au niveau de l'esprit va créer d'autres formes de programmation qui n'ont aucun rapport avec les programmations. Ben, qui n'ont aucun rapport. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en considération les programmations biologiques, les programmations sociétales dans la gestion de la sexualité, c'est-à-dire l'inné, l'acquis, et ce qui est altéré par la vibration. Et l'esprit va voir à travers la sexualité une façon de changer un ego. Donc, un ego qui développe un problème, par exemple à caractère sexuel, ou quelque chose qui lui crée une faille, ça peut l'amener à être moins orgueilleux.
ça peut l'amener à s'empêcher de se prendre pour un autre. Donc, dans un certain sens, pour vivre une conscience où l'individu va être un canal épuré, qui va être détaché d'une forme d'orgueil par rapport à sa personne, et qui va avoir une compréhension très fine qu'à quelque part, c'est pas lui qui décide, ben, c'est de subir des conditions qu'il n'a pas choisies. Quelqu'un qui a un problème, une maladie chronique comme moi, le lichen scléreux atrophique au niveau du pénis, c'est pas nécessairement agréable. Donc, dans mon cas, au moment où je vous parle, je suis obligé de m'enfoncer une tige de plastique dans le pénis, mais mon état est stable. Le point, c'est que si je regarde les choses au niveau de l'esprit, si je rentre en transe, je me mets à faire des barres là, sur un papier de gauche à droite, je pose la question à l'esprit, mon problème de santé, c'est-tu un problème qui m'empêche d'être conscient sur le plan vibratoire? La réponse, c'est non. C'est parce que la dualité que je peux vivre en tant qu'ego, c'est que moi, je subis une condition physique, mais au niveau de l'esprit, c'est pas nécessairement un problème par rapport à ma contrepartie cosmique. Fait que là, c'est sûr que des fois, il y a des choses que, comme moi, je veux changer une condition, puis en tant qu'ego, je peux pas la changer. Fait que ça me crée une forme de souffrance, une forme de contrariété, une forme d'aliénation. Parce qu'à ce moment-là, je subis une programmation ici biologique, un problème de santé chronique. Mais si je regarde les choses au niveau de l'esprit, c'est pas un problème en soi. En fait, cette condition-là m'empêche d'être trop orgueilleux dans mon rapport à la sexualité. Quelqu'un qui se sent affaibli par rapport à la sexualité, il n'aura pas le goût nécessairement d'avoir 36 000 partenaires. Quelqu'un qui est fragilisé par rapport à ça. Des fois, les conditions changent la personne. Comme moi, quand j'étais l'année passée, au mois d'août, j'aurais voulu pas être asexuel, hein, pour pas subir la sexualité en tant que force, en tant qu'énergie. Ça a été très facile pour moi, en souffrant, de dire ben, je veux pas avoir de sexualité, je vais être un adepte de la chasteté. Quelqu'un qui souffre à chaque fois qu'il y a une éjaculation ou à chaque fois qu'il y a ride, il n'a pas envie d'avoir une sexualité qui est riche. Présentement, ma vie sexuelle est revenue, mais ma conscience que j'avais dans mon rapport à la sexualité avant avoir mon problème où que mon urètre a bouché, elle a changé. Dans le passé, j'avais une curiosité par rapport à des gens qui pratiquent le polyamour, ils ont plusieurs partenaires, etc., pratiquent l'amour libre, mais cette curiosité-là a disparu. Ma vision de la sexualité est plus vue comme une programmation biologique qui est en relation avec un passé de l'humanité et que tout le plaisir sexuel du jour au lendemain, on peut en avoir davantage ou ça peut nous être enlevé, il ne faut rien prendre pour acquis. L'essentiel au niveau vibratoire par rapport à l'esprit, c'est pas que l'individu ait une vie ou qu'il n'ait pas une vie sexuelle, c'est que l'énergie passe. Et c'est pour ça que la sexualité doit être coupée ou mis en échec ou mis à l'écart pendant une partie de la vie. Ben, au niveau de l'esprit, ça peut être intelligent de ça. Même chose pour la vie financière, même chose pour la vie familiale, ainsi de suite. L'esprit nous manipule et nous façonne, puis pour revenir au thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, l'esprit a ses propres cycles. Ce qui est dur pour l'ego, ce qui peut amener l'ego à dire, ben là, Chris, je suis tanné de subir des programmations, c'est le fait que des programmations sont imposées à l'ego, sans nécessairement qu'il ait son mot à dire. Puis en même temps, c'est intelligent que l'ego s'essouffle d'une programmation qu'elle conteste pour tout au moins avoir une explication intelligente de la fonction de la programmation dans sa vie. La fonction de mon problème de santé, dans mon cas, c'est sûr que ça m'amène à ne pas surinvestir mon rapport à la sexualité. Puis le fait que je ne peux pas modifier, par exemple, mon état de santé comme je le veux, etc., ben, ça m'amène à ne pas surinvestir le pouvoir que je peux avoir sur ma vie en tant que personne. Mais en même temps, il ne faut pas non plus avoir une faible estime de soi ou se nier, là.
L'idée, c'est d'avoir une justesse dans le regard qu'on peut avoir par rapport à soi, une compréhension intelligente de soi-même. Mon problème de santé m'a fait réaliser entre autres l'importance de l'argent. Quand j'ai rencontré il y a quelques semaines l'urologue au mois d'avril pour faire le suivi médical suite à mon opération, de nouveau, bon, ben, il a vu que mon état était stable. Là, il m'a dit, ben écoute, si à un moment donné, ton urètre est bel et bien ouverte, si à un moment donné, tu as un jet urinaire qui est moindre, ben, ça se peut que ce soit une urétrotomie, c'est-à-dire qu'à travers ton urètre, non pas le bout qui bouche, mais à l'intérieur, ça bouche. Puis là, à ce moment-là, ben, il faut enfoncer une pièce de métal spéciale. Naturellement, il faut que ça soit stérilisé à travers l'urètre. Puis cette opération-là coûte 3200 $. Donc, lui, ce qu'il me dit, ben, on espère le mieux tout en étant prêt et capable de se préparer au pire. Donc, il voulait me tenir au courant du prix parce que c'est au privé. Puis la particularité, naturellement, du service d'urologie privé avec lequel je fais affaire, c'est que depuis le départ, naturellement, il fait payer les patients, devrais-je dire, les clients, avant de bénéficier du service médical et non pas après. Pourquoi? Parce que sans doute, ils ne veulent pas se retrouver avec des mauvais payeurs. Quand j'avais été opéré, l'opération qui m'avait coûté 1800 $ l'année passée, ben, il m'avait fait payer avant de bénéficier de l'opération et non pas après. Fait que là, je vois derrière ça un principe comme de quoi qu'ils ne veulent pas être pris avec des gens qui ne payent pas suite à l'opération. Fait que là, il me dit, regarde, il faut que tu aies 3200 $. Si ça bouche, lui, ben, c'est un bon service que j'ai quand même. Parce qu'au public, naturellement, j'ai demandé un rendez-vous, j'étais au Québec, au mois d'août de l'année passée. Naturellement, ils ne m'ont jamais recontacté dans le réseau public. Bientôt, là, on est au mois de juin, bientôt, ça va faire 1 an. Et lui, il donne un bon service, il est rapide, mais il faut que tu aies l'argent. Ça m'a fait réaliser l'importance de l'argent. Donc, depuis les dernières semaines, j'ai étudié les finances, les moyens de m'enrichir, être plus concret. Des fois, il y a des choses très simples qu'on peut faire par rapport au principe de l'argent, c'est-à-dire être capable de réaliser c'est quoi ses dépenses, la distinction entre un désir et un besoin, voir ses priorités d'achat dans sa vie. Donc, c'est sûr que depuis des années, je m'intéresse à l'économie. Donc, à défaut de faire des millions avec mes activités de diffusion web, parce que ça intéresse peu ou pas de gens, puis bon, c'est sûr qu'il y a des raisons occultes derrière ça aussi, qui sont encore voilées. Chaque chose en son temps. En même temps, il faut être capable de compter une grande quantité d'énergie si on veut rejoindre plusieurs personnes. Puis dans ma vie présentement, je dois admettre que c'est pas ce que j'ai à faire. Mais bref, il y a des principes implacables par rapport à la finance. Pour s'enrichir, ben, il faut dépenser moins qu'on gagne, puis avoir des sources de revenus plutôt que de gaspiller son argent. Donc, je me suis intéressé un petit peu à la finance dans les dernières semaines. Mais je m'intéresse beaucoup à l'économie dans le sens littéral. Il y a des choses que, par exemple, lorsqu'il y a eu la période qu'on a dite de pandémie dans les médias, en fonction du narratif officiel, en fonction de certaines constructions sociales, étant un individu étant non adéquatement injecté, donc moi, je pouvais pas me faire couper les cheveux dans un salon de coiffure. Et à ce moment-là, j'ai acheté un rasoir qui m'a coûté environ 50 $. Et depuis ce temps-là, je fais couper mes cheveux par ma compagne. Elle me coupe tout le temps les cheveux à la lame numéro 2. Or, si je m'aurais fait couper les cheveux depuis les dernières années, ça fait à peu près 4 ans que je suis là, c'est sûr que la dépense serait nettement supérieure à 50 $. Surtout que l'augmentation du coût de la main-d'œuvre ici au Québec, là, qui a été très grande dans les dernières années. Donc, j'ai fait des économies, puis elle me rase tout le crâne à la lame numéro 2. Puis on fait ça à quelques mois d'intervalle. Puis je fais de l'épargne avec ça. Ensuite, une autre façon de faire de l'épargne, c'est sûr, c'est de négocier avec le fournisseur de câbleaux distribution. Je dirais plutôt le fournisseur que j'ai ici au Québec par rapport à l'Internet et également le téléphone. Le câble, la télévision, ça ne m'intéresse pas de l'avoir.
Mais mon argumentation au fil des ans a été constante. Ça fait au-dessus de 10 ans que je négocie et ça donne des résultats. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. C'est que quand une nouvelle compagnie veut vous recruter comme client, souvent, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous présente des rabais, mais pour une durée limitée. Donc, les premiers mois que vous êtes avec elle, si vous avez la télévision, le câble, Internet, plus que vous avez de services, plus qu'elle peut vous faire des rabais. Et après un certain nombre de mois, naturellement, les rabais tombent. Mais là, c'est de jouer la carte de dire, ben, étant donné que je suis un bon client, depuis que je suis avec vous, j'ai toujours payé à chaque mois mes comptes. Pouvez-vous prolonger mes rabais ou m'ordonner les rabais? Et j'ai fait ça avec une compagnie ici au Québec pendant plusieurs années et j'ai retrouvé des rabais récemment. La compagnie, j'avais reçu un message sur Internet comme de quoi qu'elle augmentait de 3 $ par mois en disant « Ah, c'est pour donner des meilleurs services, etc. » J'ai contacté le service à la clientèle en disant que je suis insatisfait et que je ne verrais pas pourquoi je devrais payer 3 $ de plus à chaque mois alors que je suis un bon client. Et je disais souvent que je trouvais ça injuste que des gens puissent bénéficier de rabais substantiels parce qu'ils vont s'abonner nouvellement à la compagnie, alors que moi, je suis un client qui offre à la compagnie quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire un revenu stable à chaque mois. Si je paye à tous les mois le montant de ma facture de câbleau distribution, pourquoi donner un rabais à un pur inconnu qu'on ne sait pas s'il va vous donner une source de revenus récurrente avec une fiabilité à chaque mois, alors que moi, je suis une valeur sûre. Puis plus que ça fait longtemps qu'il y a une compagnie, qu'on lui offre une stabilité de revenus, plus qu'à ce moment-là, elle peut être en mesure de nous donner des rabais significatifs, puis on peut avoir une portée. Pourquoi? Ben, parce que la compagnie est intéressée au bon client qui donne un revenu récurrent, qui lui permet de s'enrichir. Donc, c'est des principes économiques. Et moi, ce que je dois dire par rapport à la compagnie avec laquelle j'ai fait affaire au niveau de téléphonie et Internet, j'ai souvent demandé des rabais. Je les ai eu pendant un certain nombre de mois. Ensuite, je suis revenu à charge pour d'autres rabais. Et habituellement, je finis tout le temps par retrouver mes rabais. Mais il faut travailler parce que la compagnie peut jouer sur le principe qu'on vous prend pour acquis et que les revenus sont, les montants sont prélevés à chaque mois d'une manière, dans le fond, passive. Donc, et là, quand on voit que la facture augmente, ben, c'est d'en revenir à la charge. Et ça donne des résultats. Mais, c'est quoi que je voulais dire avec tout ça? C'est que c'est à l'individu de s'occuper de ses affaires et de son rapport à l'esprit. Moi, en tant que personne, à travers le problème de santé qui me crée un choc l'année passée au niveau de l'urètre, donc ça m'a amené une période de vivre un rapport détaché, très détaché par rapport à la sexualité. Donc avoir une conscience qui est plus impersonnelle. Puis des fois, quand on vit des pertes dans notre vie, il y a des gens qui ont vu des pertes au niveau de la bourse, ben, ça mène à avoir une conscience plus détachée par rapport à la bourse, c'est-à-dire pas donner de pouvoir à la fluctuation boursière de déterminer l'état émotionnel de l'individu, à savoir que la personne se sent heureuse quand son argent qui est placé à la bourse augmente, puis elle se sent malheureuse quand ça descend. Il faut que la personne soit capable d'être détachée par rapport aux différentes choses. Par rapport à la relation avec l'esprit, puis les cycles que la personne peut avoir à vivre, c'est différents cycles. Les cycles nous construisent à d'autres niveaux. Certains peuvent voir à travers un problème de santé, un échec de l'individu par rapport à la santé ou avoir des saines habitudes de vie, alors qu'en réalité, à un certain niveau, c'est une réussite de contenance d'énergie oppositionnelle à l'ego qui le transforme à un certain niveau. Puis qui l'amène à devenir quelqu'un d'autre. Ce que je peux dire par rapport au problème de santé que j'ai eu, ma vision de la sexualité a totalement changé. Puis, il y a un recadrage qui a été fait. Parce qu'avant, je pouvais avoir tendance à idéaliser la sexualité ou de voir que quelqu'un... Chaque personne a vécu ses choses en passant.
Quelque chose peut être approprié pour une personne, comme par exemple avoir, dans le fond, un partnership amoureux polyérotique ou pratiquer le polyamour, puis une autre personne vivre la chasteté, puis une autre personne avoir une compagne, puis vivre une relation sexuelle une fois de temps en temps. Chaque personne a à vivre sa sexualité à son rythme, comme chaque personne a à vivre ses finances. Si une personne idéalise le mode de vie d'une autre, puis cherche à vivre le mode de vie d'une autre alors qu'il n'a pas à vivre ça, c'est un crise de problème. Le point que je veux faire, c'est que l'ego a composé intelligemment avec des cycles dans sa vie ou même des cycles de vie qui concernent les personnes de son environnement qui ont une intelligence qui peut lui échapper tant aussi, ou échapper aux autres tant aussi longtemps que les gens réfléchissent. Les cycles de vie qui sont régis par des programmations en relation avec le plan éthérique ont toujours une vocation évolutive, alors que les cycles de vie qui sont régis par le plan astral, dans le fond, c'est des cycles de vie limités et limitatifs, car assujettis avec des programmations en lien avec la forme. Et le principe de l'intelligence, c'est de regarder les choses par-delà de la forme, dans le sens que vibratoirement, ça peut être intelligent de faire quelque chose à un moment donné, puis à un autre moment donné, ça, c'est plus le cas. Donc, ce qui met en échec les conceptions moralisatrices, idéologiques, standardisées, que la même action est toujours bonne ou est toujours pas bonne. À un moment donné dans sa vie, un individu, ça peut être intelligent qui a une vie sexuelle riche, puis à un moment donné, ça peut être intelligent qu'il n'en ait plus, puis à un moment donné, ça peut être intelligent qu'il retrouve une vie sexuelle, et ainsi de suite, tout dépendant de ce qu'il a à vivre. Fait que là, est-ce que la sexualité est bonne ou mauvaise? Ça dépend. Mais ce qui est important de ma perspective, c'est, dans le fond, à la différence... Quand j'avais fait des études dans le passé en lien avec l'approche de la psychanalyse, ce qui avait ressorti, c'est que les gens qui, entre autres, étaient frustrés sur le plan sexuel, prenons par exemple des religieux qui avaient envie d'avoir une vie sexuelle puis il n'y en avait pas, ils pouvaient être les plus prompts à critiquer ou avoir du mépris par rapport à ceux qui avaient une vie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne se permettaient pas de vivre leur sexualité. Or, c'est une attitude inintelligente. Donc, ce que j'ai vécu l'année passée ou ce que avoir une vie sexuelle me créait une souffrance, j'aurais pas une conscience de religieux en disant tout le monde devrait vivre la chasteté, moi je souffre, pourquoi les autres auraient le droit d'avoir du plaisir? Non, j'étais dans la conscience, puis j'ai toujours le même principe que s'il y a des gens qui ont envie de la sexualité, qui en vivent, s'il y a des gens qui n'ont pas envie, qui n'en vivent pas, puis moi ce que j'ai, c'est à vivre ce que j'ai à vivre et ce que je peux vivre compte tenu de ma condition biologique. Donc, c'est ça que je voulais en dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement... La conscience va défaire les principes, les règles, la religion, les idéologies, les programmations politiques, etc., qui vont pas dans un sens d'un agenda d'actualisation et d'optimisation sur le plan énergétique. Toutes les approches économiques, les systèmes boursiers qui sont mis en place par certaines personnes pour essayer de comprendre les marchés, il y a souvent des éléments qui vont échapper. D'ailleurs, il y a des gens qui font des prédictions boursières ou des prédictions par rapport à des prophéties qui ne vont pas se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des variables qui échappent aux égos. Autant que l'ego cherche à comprendre les choses à partir de son entendement limité, il ne peut pas réaliser une compréhension illimitée du réel qui lui échappe. Et ma conscience, c'est que ça peut être intelligent à un moment donné, par rapport à un cycle donné, de prendre une pause, arrêter de faire des enregistrements, mettre une activité en suspens. À un moment donné, c'est intelligent de la reprendre. Mais on est tout le temps en relation avec des cycles qui nous échappent. On est tout le temps différent au fil du temps. La vie, c'est du mouvement. Donc, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Donc, à un certain niveau, la vie à l'échelle cosmique, c'est des mouvements en relation avec les forces d'activité gravitationnelle. Donc, si dans l'univers, il y a un grand attracteur qui va attirer des amas de galaxies, comme par exemple, on peut avoir notre système solaire qui va faire partie d'un regroupement de systèmes solaires, la Voie lactée, qui va faire partie de l'Aniakea.
Donc, c'est un terme là, en hawaïen qui veut dire horizon céleste. Donc, cet amas-là de galaxies est attiré par un grand attracteur qui est de la masse à l'échelle cosmique. Ben, c'est de comprendre que dans le très grand, il y a toujours des lois d'énergie qui créent du mouvement, c'est-à-dire la force d'attraction. Puis il y a d'autres lois d'énergie, puis il y a des lois d'énergie dans la relation de la dynamique entre le plan éthérique puis le plan physique. Ce qui fait en sorte qu'une compréhension du déterminisme absolu du plan physique en fonction des lois de la matière, c'est quelque chose d'impossible. Donc, il y avait un physicien à la place qui expliquait, où il y avait une conception de la réalité un peu comme un jeu de billard. C'est-à-dire que si on est capable de comprendre où est-ce qu'une boule de billard va entrechoquer une autre, puis comprendre des réactions en chaîne, en partant du principe que la réalité, c'est juste un univers physique, bien, logiquement, si on est capable de comprendre les corrélations entre une boule qui affecte une autre, qui en affecte une autre, bien, à ce moment-là, on aurait pu avoir une compréhension de déterminisme absolu des éléments à travers la réalité matérielle, alors qu'il y a des réalités qui sont au-delà de la matière, qui ont une influence sur la matière, ce qui fait en sorte que une compréhension du déterminisme systémique ne peut pas être appréhendée strictement par rapport aux lois de la matière, mais il y a d'autres lois sur le plan éthérique, et il y a d'autres lois que les lois du plan biologique. Au niveau biologique, l'être humain est régi par la pulsion sexuelle, comme l'a démontré, ou l'a appréhendé la psychanalyse. La psychanalyse, en passant avec les années, ben, il y a plusieurs années, j'avais commencé à étudier ça, je trouvais ça intéressant, les théories de Sigmund Freud, ensuite Carl Gustav Jung, qui ont été beaucoup popularisées. Puis aujourd'hui, je vois ça comme des formes. Pour moi, la psychanalyse, la notion du moi, du surmoi, ensuite du ça, ou de l'inconscient, du conscient, du subconscient, toutes les catégories à caractère psychanalytique, je les vois comme étant des structures qui vont amener de la fascination de certains individus, des psychiatres, et ça va être utilisé, comme certains utilisent des formes ésotériques pour appréhender la réalité. Mais la réalité est la réalité. Les formes, c'est supposé être seulement des véhicules d'énergie temporaire pour être capable de définir quelque chose, d'appréhender quelque chose. Lorsqu'on en fait des lois absolues, puis on part du principe que la forme, c'est la réalité, puis on applique ça mur à mur, c'est pas intelligent. Je vous rappelle, j'avais déjà discuté avec une femme qui avait rencontré un psychologue de tendance psychanalytique, puis il lui avait dit, ben toi tu perds des cheveux, ça veut dire que ton pouvoir de séduction est affecté en tant que femme, là. Donc, ça a un impact là, sur ta vie, là. Fait que là, j'entendais ça. Ça ne veut pas dire nécessairement que la personne, parce qu'elle perd des cheveux, qu'elle se sent diminuer dans sa capacité d'attraction sexuelle automatiquement. Donc, c'est des corrélations qui sont... C'est une vision d'éléments qui sont liés d'une manière corrélée, d'une manière causale, linéaire, alors que la réalité, c'est pas nécessairement ça. Ou comme quelqu'un qui fait de l'interprétation des rêves en lien que... Carl Gustav Jung, puis l'idée des archétypes. C'est pas parce que quelqu'un voit une personne âgée dans un rêve que c'est l'illustration de la sagesse. Donc, non, c'est des constructions. Interpréter le rêve à partir de formes, c'est quelque chose d'inintelligent. Ce qui est intéressant dans ma perspective de regarder le rêve en fonction de courants d'énergie qui se manifestent. Mais en fait, c'est quoi que je voulais dire? Toute la réalité physique, que ce soit puis la réalité aussi, par-delà le physique, le non-manifeste, donc le nouménal en plus du phénoménal, tout est régi en fonction des lois d'énergie, des cycles d'activité. Donc un cycle d'activité, c'est quoi? Ben, c'est, par exemple, la Terre est extrêmement active dans l'optique que la Terre est attirée par un réseau de galaxies qui s'appelle la Voie lactée et est attiré par l'amoncellement de matière qui constitue plusieurs galaxies, qui constitue la Niakéa, qui en regroupe plusieurs. Donc, la Terre, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, est attirée en tant que masse plus petite qu'une masse
incroyable, là. Un amalgame de galaxies est attiré par eux. C'est la même chose par rapport à l'être humain. L'être humain peut vivre de l'attraction sur le plan sexuel, mais l'être humain peut être manipulé par des réseaux d'énergie qui vont l'amener à un autre niveau à parler vibratoirement dans sa vie. Il va être attiré par rapport à ça, mais à un moment donné, il peut développer une force d'opposition, de constance du mouvement en relation avec l'intégration du principe de la colère vibratoire qui peut l'amener à redéfinir son rapport. Mais c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut le vivre au même moment. Chaque personne a son rythme. Il y a des lois d'énergie. Donc, c'est sur ces considérations que je termine cet enregistrement. Je vous dis à bientôt. Au revoir.